RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Bonjour à tous, nous sommes ensemble sur RMC jusqu'à 16h. Il y a des sujets comme ça qu'il nous faut aborder, même s'ils sont particulièrement difficiles, même s'ils nous renvoient à ce que l'on aimerait ignorer de la nature humaine. L'inceste, figurez-vous que c'est un sujet encore terriblement tabou, peut-être parce qu'il est douloureux d'imaginer que des enfants puissent être victimes de violences sexuelles de la part de ceux qui sont censés les protéger. Je veux bien sûr parler de leurs parents. Pourtant ça existe, aujourd'hui des femmes, mais aussi des hommes témoignent. Et en tout cas, mon invitée Isabelle Aubry sera à mes côtés pour parler de son histoire. Un père qui a abusé d'elle durant de nombreuses années, une mère qui a pas toujours été très claire, mais vous aussi, vous avez peut-être envie de prendre la parole, donc n'hésitez pas. Vous nous appelez au 3216 et on vous écoutera avec beaucoup de respect et de compréhension. Et puis surtout, si vous avez connu l'inceste, mais qu'aujourd'hui, grâce à la vie, eh bien, vous allez mieux, vous allez bien. J'aimerais vraiment que vous puissiez témoigner parce que c'est un sujet lourd, mais je crois qu'il faut aussi y donner une note d'espoir. Parce que même ayant vécu le pire, eh bien, on peut aimer la vie. Donc n'hésitez pas, je vous attends au 3216. Et puis Pierre Lassieux, on le retrouve pour la Minute Ado. Il va nous parler des actes manqués. En Actu Sexe, nous parlerons d'un très joli calendrier de la lingerie Obad. Nous avons testé pour vous une pièce de Jean-Pierre Klein, un love conseil sur le striptease, une sexy news avec un guide de divorce. Et puis notre alphabet amoureux. Aujourd'hui, on comprendra mieux le mot hystérique. Nous sommes également avec notre châtelain qui vous attend sur rmc.fr. Bonjour Cyril. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un sujet difficile, mais bon, il faut parler de tout dans notre émission et le chat vous est quand même ouvert. Alors si vous souhaitez témoigner, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir, on vous attend bien évidemment. À tout à l'heure. Et nous commençons avec Anne qui a eu envie de prendre la parole. Anne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez 47 ans. C'est ça. Et donc vous avez été, vous, victime d'inceste de 8 à 14 ans. C'est ça, en gros, oui, c'est ça. De la part de mon père. Ouais. Oui, mais je crois qu'il faut le rappeler. Hein, les chiffres qu'on a sont assez consternants. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine et c'est pour ça que c'est bien dans cette émission aussi de parler de ce, je dirais, de ce côté négatif de la sexualité, parce que encore une fois, un père qui abuse de sa fille, on est vraiment peut-être dans la pire des violences. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas croire que ça n'arrive que dans les milieux défavorisés. Loin de là. Oui. Alors ça vous avez raison. Vous avez raison de le dire. Hein. Oui. C'est peut-être presque plus fréquent dans certains milieux de la haute bourgeoisie. Hein. Oui, je n'en sais rien, mais en tout cas, je n'étais pas issue d'un milieu défavorisé et pourtant, voilà. Vous savez, les pervers, il y en a partout. Hein. C'est sûr. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je suis toujours un peu embêtée sur des sujets comme ça parce que je voudrais pas que mes questions me semblent... Non, mais écoutez, je dirais que pour moi, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est simple d'en parler. Cependant, j'ai beaucoup travaillé, j'ai suivi plusieurs temps de thérapie. Et par rapport à d'autres femmes que j'ai pu rencontrer dans des groupes de personnes ayant subi des incestes, je m'en sors, je dirais, plutôt bien. Cependant, comme j'ai raconté à votre assistant l'autre jour, j'ai poussé très très loin la volonté d'autodestruction et ce rapport au sexe biaisé qui avait été institué dès le départ, en fait, puisque quelque part c'est en gros ce rapport au sexe, nous l'avons ensemble parce que je t'aime plus que tout, et je me rendais compte que je pouvais tout obtenir un petit peu comme ça, parce que j'imagine qu'il y avait une pression, la peur que je dénonce ou que sais-je. Et dans ma vie, très très longtemps, le sexe a été une monnaie d'échange. À tel point que c'est allé très loin, puisque même étant diplômée, ayant fait des études supérieures et travaillant, j'ai eu une activité d'escorte. J'ai eu besoin d'aller jusque-là. Mais qui parfois est assez réparatrice. Hein. Enfin, c'est ce que certaines femmes m'ont dit. Hein. Voilà. Je ne ferai pas évidemment une généralité de ce que je viens de dire. Oui. Disons que c'est de pousser les choses à l'extrême. Oui, pardon. Oui, c'est reprendre le pouvoir finalement sur son corps. Hein. Voilà, c'est ça. Devenir enfin chose agissante et plus seulement victime. Je dirais que dans mon esprit, c'était peut-être pas une manière de les faire payer, mais en tout cas, j'avais un sentiment de pouvoir complètement énorme et sans limite. Quoi. Mais vous voyez, déjà dans votre témoignage, on comprend bien à quel point l'inceste
enlève le respect du corps. Oui, vous dites que vous êtes un peu détruite, vous dites que vous aviez pas plus la notion de ce qu'est la sexualité dans une sorte d'échange gratuit, hein, justement. C'est ça. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect qui a duré longtemps, même après la thérapie, même après que j'ai compris par là que le corps était autre chose finalement et qu'il fallait le respecter en tant que chose aimable et propre à donner, à recevoir du plaisir. Ça a duré longtemps, je dois dire. Et aujourd'hui, c'est toujours pas clair. C'est toujours pas clair. Il y a toujours un rapport au sexe qui est presque problématique en fait. Je ne sais jamais comment vraiment situer les choses du sexe dans ma vie. Cela dit, c'est pas clair pour beaucoup de femmes quand même. Hein. Il faut peut-être, vous voyez, je veux dire, bon, bien sûr que vous avez un passif, hein, mais il faut aussi se méfier de généralité, parce que de toute façon, le sexe, c'est pas clair. Hein. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne suis plus consciemment dans la prise de pouvoir. En tout cas, ça c'est certain. Je ne le vis plus du tout comme ça. Donc ça, on dirait qu'en ça va beaucoup mieux. Ça, je peux le dire. Et je ne me sens plus blessée ou violée à chaque fois, comme j'ai pu l'être par le passé pendant longtemps, avec un sentiment de dégoût ensuite, etc. Ça, j'ai plus ça du tout. Heureusement, c'est plus du tout le cas. Et votre mère dans tout ça? Alors ça a été très compliqué parce que si vous voulez, j'ai eu une réaction, j'ai tellement été, j'allais dire choquée, que j'ai un peu oblitéré tout cela pendant quelques années. Et c'est avec mon thérapeute qu'on a pu remettre les choses à jour, en fait, en pratiquant des régressions, des choses comme ça. Et c'est là que j'ai repris conscience que ce qui me détruisait, ben voilà, c'était ça. Et ma mère, au total, je ne sais pas. Je pense qu'elle ne pouvait pas ne pas savoir. Et que quelque part, ayant elle-même une histoire familiale assez compliquée, peut-être que ça l'arrangeait, quelque part, de ne pas voir. Et quand moi, j'ai mis tout ça à jour, avec mon thérapeute, j'ai commencé à lui en parler une fois. Ça s'est très mal passé, elle est partie en claquant à la porte, et malheureusement, elle est décédée accidentellement quelques mois plus tard. Et ça s'est arrêté là. Comme si c'était trop violent pour elle de... Voilà. Juste après, elle a eu un accident, elle a eu des séquelles, et puis elle est décédée quelques mois plus tard. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez pu, vous, en parler avec votre thérapeute et faire un peu le point, parce que je crois qu'il faut dans ces histoires-là toujours comprendre qu'il y a aussi une mère qui ferme les yeux. Alors après, bien sûr, elle est évidemment moins coupable, mais quand même un peu complice. Oui, non, mais je pense qu'elle-même était quelqu'un de très perturbé, ayant eu une enfance très difficile, et je pense qu'elle-même, par rapport au sexe, avait vraiment une attitude compliquée. Et je crois, enfin, il me semble maintenant... elle vous donne en quelque sorte. Voilà, je me disais quelque part, c'était une manière pour elle de s'exonérer du sexe. Oui, c'était quelque chose qui la répugnait, voilà. Vous étiez en pâture pour qu'elle soit tranquille. Quelque sorte. Alors, consciemment ou pas. Non, mais évidemment. Ce que je trouve formidable, Anne, à vous écouter, c'est qu'on voit que vous avez d'abord eu la chance de tomber sur un très bon thérapeute, ce qui n'est pas toujours le cas. Excellent, quelqu'un d'extraordinaire. Oui, j'ai travaillé 11 ans avec lui. Je l'entends bien, et ça, c'est quand même bien, parce que c'est toujours pareil. Hein, on peut s'en sortir à condition, à un moment donné, d'être soutenu. Hein. Oui. Non, mais j'ai bien conscience que j'ai eu beaucoup de chance là-dedans, parce que, comme je vous le dis, j'ai fréquenté à un moment une association de femmes ayant été victimes d'inceste, dont je suis partie parce que je me reconnaissais plus au bout d'un temps parmi ces femmes en souffrance, parce que moi, je pense, peut-être pas complètement, mais je pense avoir arrêté de souffrir et avoir arrêté de me culpabiliser aussi. Écoutez, dans ce que j'entends, dans votre voix, je crois que vous avez fait un sacré chemin, et au fond, aujourd'hui, vous réussissez votre vie, et c'est ça qui compte. Hein. Ceci dit, je tremble en vous parlant. Hein. Je contrôle, mais je tremble de la tête aux pieds, en fait. Parce que c'est quand même lourd. C'est des choses dont je parle jamais avec personne. Hein. Bien, je vous en remercie d'autant plus d'en avoir parlé avec moi. Si ça peut aider certaines femmes à reprendre espoir, c'est pas incontournable. Il faut surtout parler, je crois, et dénoncer. Même pas pour l'aspect pénal des choses encore, qu'on dit que ça aide à faire son deuil, mais je sais pas. Moi personnellement, je l'ai pas fait. Puis à l'époque, ça se faisait pas. Moi, en tout cas, ce que je veux dire aux femmes et aux jeunes filles,
surtout ne laissez pas le silence s'installer. C'est la pire des choses, et ce dont on se rend pas compte, c'est que c'est à vie qu'on en prend, quoi. Et jamais on s'en sort vraiment, à moins d'avoir de la chance comme moi. Mais j'ai vu beaucoup plus de femmes qui s'en sortaient pas que de femmes qui s'en sortaient, en tout cas, dans celles que j'ai rencontrées. Merci beaucoup pour elle. Je vous en prie. Au revoir. Je vous en prie, merci, au revoir. Et puis Pierre Lassus est avec nous, et je suis sûre d'ailleurs qu'il est très avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre Lassus. Oui, bonjour Brigitte, je suis très avec vous, je suis très avec Anne, je suis très avec toutes ces femmes qui ont été victimes d'inceste, et vous avez, merci Brigitte de leur donner la parole. Je sais que c'est aussi votre combat. Alors, je vais vous parler de choses beaucoup plus moins graves que ça. C'est, vous savez, ce qu'on appelle les actes manqués. Oui. C'est-à-dire, on a envie de faire qui n'en fait pas. On a envie de faire quelque chose et puis on fait le contraire. Ça veut dire que notre moins conscient a un désir, et puis notre inconscient, il a un désir différent. Et puis on se laisse piéger, voilà. Alors, je voulais vous raconter une petite anecdote qui est très simple. C'est un jeune homme qui doit, au cours d'une cérémonie familiale, religieuse, lire un texte. Alors, toute la famille est réunie, et puis voilà, le moment venu, il doit sortir son texte et le lire. Catastrophe, il fouille dans toutes ses poches. Il n'a pas le texte, il l'a oublié à la maison. Moment d'angoisse, heureusement sa maman se précipite et elle sort de son sac à main le texte, car elle avait pris un double du texte. Et le jeune homme est sauvé. Et après, la maman dit, décidément, il est impossible, à chaque fois il oublie les choses, c'est des actes manqués. Eh ben, je suis pas sûr que ça soit un acte manqué, parce que j'ai dit à la maman, pourquoi veux-tu qu'il fasse attention à porter ce texte, puisqu'il sait que toi, tu as déjà prévu qu'il allait l'oublier et que tu as un double. Donc, il te fait plaisir, c'est pas du tout un acte manqué, il te donne l'occasion de montrer que tu es une bonne mère, que tu as réparé. Bon. Donc, je crois que quand on est devant des actes manqués, et les adolescents font souvent des actes manqués, c'est bien que les parents s'interrogent pour savoir si c'est vraiment un acte manqué ou si inconsciamment l'adolescent ne réalise un désir de sa mère, oui. Voilà, de montrer que t'es pas compétent tout seul, il faut que je sois là, heureusement que je sois là, que je suis là pour te sauver, pour te tirer des situations les plus épouvantables. Voilà. Donc les actes manqués, c'est pas toujours aussi manqué que ça en a l'air. D'accord, mais en même temps, c'est toujours intéressant à interpréter parce que c'est révélateur de beaucoup de choses. Absolument, il faut pas rester là-dessus, il faut se dire pourquoi est-ce que, alors que je voulais aller à tel endroit, je suis sorti de l'autoroute deux sorties plus tard. Oui, ou pourquoi j'arrive en retard à tel rendez-vous ou en avance. Voilà, où j'avais l'intention ferme d'arriver exactement à l'heure. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue dans notre inconscient, et comme les adolescents sont en période de formation, de structuration, ils sont encore plus sensibles que nous à ce type de situation. Donc observons les actes manqués de nos ados et puis essayons de mieux les comprendre encore. Absolument. Merci de ce bon conseil, Pierre Lassus. Au revoir Brigitte, bonne semaine. Nous continuons avec Nathalie qui est avec nous. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez 49 ans et vous, c'est votre frère qui a abusé de vous quand vous étiez jeune. Oui. Vous aviez quel âge à peu près ? 10 ans. 10 ans, oui. Et lui, il avait quel âge ? C'est difficile pour vous. Oui. Oui. Quel âge avait votre frère ? Oui, il avait que 15 mois de plus que moi. Oui, d'accord, vous aviez à peu près le même âge, donc. Oui. Oui. Et est-ce que bon, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on est avec un frère qui abuse de nous mais qui a à peu près notre âge, c'est un peu ce qu'on appellerait touche pipi. Alors bien sûr c'est un abus et je l'entends bien comme ça. Est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un ou pas à ce moment-là ? Non. Non, vous avez gardé ça pour vous. Jusqu'à 17 ans. Jusqu'à 17 ans, oui. Ça s'est arrêté à 17 ans. D'accord, donc en fait pendant 7 ans, il a abusé de vous. Oui, mais c'est pas à lui que j'en veux maintenant. C'est à qui que vous en voulez, à vos parents ? À ma mère. À votre mère, oui. Et à tous ceux qui m'ont abandonné, c'est-à-dire ma famille. Vous êtes en colère, Oui. À 49 ans, être encore très en colère contre sa mère, peut-être que... Je ne suis pas depuis longtemps. Non ? Écoutez, c'est bon signe la colère. Vous savez, c'est aussi un bon moyen de... Non, mais le problème, c'est que c'est une colère destructive. C'est-à-dire ? J'ai plus envie de la voir. C'est pas destructeur. On a le droit de ne plus avoir envie de voir ses parents, vous savez. J'ai adoré ma mère et un jour, elle m'a poussée à lui parler et j'en ai pris plein la gueule. Et il y a 10 ans. Et je fais l'effort depuis
on va dire 40 ans pour faire semblant. Mais vous savez, pour tout le monde. Vous savez, Nathalie, les rapports mère-fille sont parfois des rapports terribles, odieux, et vous avez tout à fait le droit aujourd'hui de ne plus la voir, d'être en colère contre elle. Mais en revanche, c'est peut-être bien de pouvoir exprimer cette colère à quelqu'un. Mais je suis suivie depuis longtemps. Vous êtes suivie? Oui. Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'est... Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Mais, je vous en prie. Il y a une émission qui m'avait fait réagir. Je vous écoute quelquefois parce que vous imaginez bien que ma sexualité est un peu compliquée. Hein. Par rapport à une émission où l'invité disait que l'inceste ascendant-descendant ou inversement était très grave, mais qu'entre frères et sœurs, c'était pas si grave que ça. Et en fait, mon frère, je sais qu'il en souffre maintenant parce qu'il est plus dans le déni puisqu'on en a parlé quand j'étais hospitalisée. Et les généralités, ça fait très très mal. J'ai cru que j'allais exploser le poste et j'ai eu l'impression qu'on me flanquait un coup de poignard dans le cœur, quoi, le jour de cette émission. Et par rapport à la dépression aussi, parce que là, ça y est, j'ai craqué il y a 4 ans, je ne travaille plus, j'ai plus de travail, j'ai plus rien. Mais moi, justement, les autres, je les protège de la dépression. Et je ne supporte pas d'entendre qu'on dise qu'il faut s'éloigner des gens dépressifs parce qu'ils sont dangereux. Ah non, je crois pas qu'on puisse se dire une chose pareille, Nathalie. On peut pas dire que les gens dépressifs sont dangereux. Ils sont éventuellement dangereux pour eux-mêmes, parce que c'est vrai que quand on est en dépression, on peut commettre un acte irréparable, mais on n'est pas dangereux quand on est dépressif. Hein. Je crois que personne ne dit ça. Je crois, Nathalie, je comprends tout à fait la réaction que vous avez pu avoir ce jour-là. Je crois que le mot c'est moins grave était peut-être mal trouvé. En même temps, c'est on va dire que c'est beaucoup plus dramatique lorsque c'est le père que lorsque c'est le frère. Maintenant, ça veut pas dire que c'est pas grave quand c'est le frère. Et visiblement, vous, ça a été très dévastateur. Et puis, je crois qu'encore une fois, dans ces histoires d'inceste, chacun va vivre les choses différemment. Et vous, visiblement, vous avez une mère qui me semble assez terrible. Donc, le fait, en plus d'avoir une mère terrible, ça n'arrange rien pour la structure d'un enfant et d'un adulte plus tard. Donc je crois que vous avez votre lot de souffrance et on l'entend bien. Mais vous savez, là vous êtes dans une phase peut-être intéressante parce que la colère justement, c'est je vais pas dire que c'est un atout, mais ça permet parfois de rebondir moi je vous invite vraiment à la sortir, cette colère. Vous savez, c'est un petit peu un moyen aujourd'hui de vous révolter contre tout ce qu'on vous a fait et tout ce qu'on vous a pas donné. Hein. Je crois que est-ce que ça vous a fait du bien au moins de nous appeler, d'en parler un tout petit peu? Oui, parce que en fait, j'ai jamais trouvé de livre, et j'en ai parlé avec mon psychiatre, qui est un homme extraordinaire, qui justement parlait de l'inceste frère et sœur. Et ce qu'on va faire, Nathalie, on va vous envoyer le livre d'Isabelle Aubry qui nous rejoint dans un instant. Elle vous le dédicacera. Et puis restez à l'écoute et vous allez entendre beaucoup de témoignages très différents. Et je crois vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Je sais que ça va être 2 heures de souffrance pour moi parce que je n'aime pas entendre ce genre de témoignages parce que ça me fait mal aussi. Mais je crois surtout que ce qu'on peut dire, c'est qu'on va entendre des témoignages très très différents et que finalement chaque parcours est un parcours différent. Et c'est ça peut-être qui est intéressant chez l'être humain, c'est que on n'est pas identique. Chacun va vivre les choses à sa manière, comme il peut. Et je crois que peut-être à la fin, à 16h, eh bien, on sera tous un peu plus conscients que ce tabou de l'inceste, il est peut-être important de le faire tomber. Merci quand même, Nathalie, d'avoir eu le courage. Je sais que c'est pas facile. C'est gentil, merci. Je vous embrasse. Au revoir. On va se retrouver dans un instant pour notre Actu Sexe. Aussi, de temps en temps, il y aura des moments de légèreté dans cette émission parce que c'est bien aussi. Il faut savoir passer du noir au blanc et avec le gris entre les deux, bien sûr. On se retrouve dans un instant. RMC Brigitte Lahaie, Actu Sexe. Alors j'ai sous les yeux ce calendrier de la lingerie Obad. Vous connaissez sans doute cette lingerie et nous allons en parler avec Aurélie Couvret qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Donc c'est un joli calendrier, hein, très très élégant, très peut-être même à mettre entre toutes les mains, hein, je dirais.
peut-être un peu trop sage pour certains hommes. Trop sage, je ne pense pas. Donc en tout cas, il est disponible dès le mois de décembre. C'est vraiment le rendez-vous incontournable que nous avons avec notre clientèle. On peut le retrouver chez tous nos détaillants revendeurs de lingerie au bad, ainsi que dans nos boutiques à l'Art d'aimer, puisque nous avons des boutiques en propre depuis quelques années. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les leçons, le tenir en suspens, oser le rouge. Enfin, sur chaque mois, il y a une petite leçon comme ça. Enfin bon, c'est un gimmick, j'imagine. Des leçons de séduction qu'on décline depuis 16 ans maintenant en communication, qui ont vraiment développé la notoriété de la marque Obad. Et c'est vrai que ce sont de sublimes femmes et de sublimes corps qui sont vraiment mises en valeur par le noir et blanc. Ce sont des femmes sans visage qui intriguent et qui interpellent, auxquelles on peut s'identifier, que toutes les femmes peuvent s'identifier. Et puis surtout, elles ont de l'esprit, elles envoient des petits conseils séduction à la jante féminine, mais ce sont aussi des clins d'œil à la jante masculine. Bien sûr. Et alors, il y a un agenda également qui va être en vente, je crois. Tout à fait. Parce que le calendrier, lui, n'est pas vendu. Il est disponible. C'est un rendez-vous qu'on propose à nos clients pour l'achat d'une parure en fin d'année. Et par contre, l'agenda se retrouve dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes librairies. Et il reprend également donc des photos de notre photographe des leçons Michel Pérez. Et cette saison, il reprend le thème de la Bella Diva. Donc c'est une magnifique italienne, élégante et sensuelle qui se décline et qui joue le jeu de la séduction tout au long des pages de l'agenda. Eh bien, écoutez, merci Aurélie Couvret. Et puis, donc, vous l'avez compris, ce calendrier est disponible dès le mois de décembre, c'est-à-dire dans même pas une semaine. Dans quelques jours. Merci. Merci, au revoir. RMC, Brigitte Lahaye, l'amour et vous. Isabelle Aubry est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors le titre de votre livre annonce la couleur. La première fois j'avais 6 ans, c'est aux éditions Éditions. Oui. Vous racontez votre histoire avec je dirais avec beaucoup de sincérité, de vérité, et on voit à quel point c'est complexe, et en même temps comment on reste définitivement marqué, même si on s'en sort. À un moment donné, vous dites, je suis une survivante de l'inceste. C'est fort, hein? Oui, mais en même temps, c'est un terme un petit peu anglo-saxon qui veut dire en fait que je suis devenue responsable de mon rétablissement. Lorsque j'étais petite, j'étais victime, je pouvais rien faire, j'étais impuissante. Maintenant, je suis survivante, je peux agir pour aller mieux et pour changer les choses. C'est ça que ce mot veut dire pour moi. D'accord, oui. Donc c'est bien de l'avoir expliqué. Donc vous avez commencé à être abusé par votre père à 6 ans dans la baignoire, je crois, la première fois. Oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, même avec sa nouvelle compagne, donc votre belle-mère, vous étiez dans une sorte de trio à l'âge de 14 ans. Enfin, on voit bien à quel point toute cette partie de votre vie est marquée par des repères totalement faussés, quoi. Complètement. Oui, mes parents ont fait ménage à 3. Mon père, après avoir divorcé, a essayé de reproduire ce ménage à 3 avec moi et une autre femme. On disait à l'époque, quand on l'a jugé, qu'il était devenu fou. Voilà. Mais bon, il était tout simplement pervers. Oui, je crois que là, voilà. Enfin, tout simplement, si on peut penser qu'un pervers c'est quelqu'un de simple, hein. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce qui, à votre avis, vous a aidé à vous en sortir, justement? C'est un long travail. Et en fait, à 20 ans, moi, je croyais qu'en claquant dans les doigts, j'allais guérir, tout allait aller bien. Puis je me suis aperçue que non, ça marchait pas comme ça, quoi, qu'il fallait que je fasse un travail sur moi. Et donc je l'ai entamé à 23 ans et je dirais qu'après j'ai jamais arrêté, ça fait 20 ans à peu près, je suis toujours en travail sur moi. Et ce qui a été vraiment important dans ma vie pour mon rétablissement, c'est la naissance de mon fils. Ça a été pour moi une raison de vivre et une responsabilité tellement forte
que je devais tenir debout, je devais assumer, pas lui faire porter ma douleur et ma souffrance, et quelque part ça m'a obligée à rester sur mes jambes, quoi. Alors ce qui est frappant, on est à la radio bien sûr, mais je vous vois me parler et votre visage semble très serein, et c'est ce que peut-être j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent. Ils sont très nombreux, et on a parmi nous comme ça des gens qu'on côtoie et qui ont peut-être aussi à l'intérieur d'eux cette cassure, et on ne peut pas l'imaginer parce que c'est quelque chose de très secret qu'on garde en soi, bien sûr. Mathématiquement, on connaît tous des personnes victimes d'inceste ou proches de victimes, et parce que les proches aussi souffrent de cet état de choses, et on ne le sait pas. En fait, on est spécialiste, quand on est victime, on est le spécialiste du masque. Moi, j'ai mis un masque très tôt. Même la juge qui a jugé mon père, enfin la juge d'instruction, elle trouvait que j'allais trop bien. Elle trouvait ça vraiment louche. Donc, bon, après, j'ai appris à laisser tomber ce masque et à reconstruire une vraie personnalité, ma personnalité. Mais voilà, ça a pris plus de 20 ans. Et j'ai pas fini, je crois. J'en ai encore du travail. Oui, mais enfin, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être tous du travail à savoir qui on est. Mais aujourd'hui, vous avez pris la décision d'écrire ce livre. Vous avez fait beaucoup d'émissions de télévision, d'ailleurs. Vous avez l'impression que ça vous répare d'être vu, d'en parler, ou au fond, est-ce que ça réveille la souffrance? Non, c'est plutôt un acte militant pour moi, parce que j'ai fondé une association il y a 8 ans, et pour moi, ce qui compte, pour que ma vie ait un sens, il faut que notre société change. Donc tout ce que je fais, c'est pour ça. Parce que je peux pas me dire que je vais traverser cette vie avec ce que j'ai vécu sans faire quelque chose pour les enfants qui aujourd'hui sont dans la situation où j'ai été. Donc à partir du moment où j'en ai les moyens, d'une manière ou d'une autre, j'agis. Et cette action quelque part est réparatrice, puisqu'elle a du sens. Voilà, c'est ça. Je vous propose de donner la parole à Nathalie maintenant qui est avec nous. Nathalie, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous avez 35 ans et vous témoignez, c'est votre mère qui a abusé de vous. Oui, alors en fait, moi c'est une histoire un petit peu particulière. Moi je suis née dans une famille assez favorisée, finalement avec l'argent, mais pas du tout avec l'esprit. Parce que ma mère a été prostituée, et toxicomane, et puis toutes les tares qu'il y a avec. Et après avoir quitté mon père très tôt, elle s'est mise en ménage avec un proxénète. Donc c'est un schéma qui paraît un peu loufoque, mais pourtant c'était ça. Et moi j'ai grandi finalement avec un beau-père proxénète qui recevait des femmes chez lui et qui les faisait travailler, et une mère qui allait travailler mais qui m'emmenait. Donc c'est un schéma assez particulier, mais en fait je m'en suis pas rendu compte tout de suite puisque j'ai grandi comme ça. Donc ma mère était très alcoolisée du matin au soir, et puis allait se prostituer le soir, donc m'emmenait, j'avais 4 ans, 6 ans, 7 ans, et puis... Et donc vous étiez dans la chambre quand elle accomplissait l'acte avec un client? Voilà, mais depuis toute petite, en fait, je participais à tout, enfin je voyais tout, sans pour autant avoir... pour moi, il n'y avait pas de connotation sexuelle, puisque j'étais née là-dedans, quoi. J'étais dans la maltraitance, dans l'alcoolisme, elle se faisait des rails de coke devant moi, enfin pour moi c'était normal. Et puis jusqu'au jour où c'est vrai que ça a dégénéré, puisque elle était en mal d'argent, et puis elle a commencé à vouloir me vendre, entre guillemets, pour des bouteilles de bière. Donc c'est là que ça a commencé à dégénérer, puisque je me suis dit la situation n'est pas forcément normale, puisque elle me faisait des choses. On dormait dans le même lit, donc elle me faisait des choses. Pour moi, c'était normal, puisque je n'avais jamais connu autre chose. Bien sûr, oui. Mais à partir du moment où ça a été d'autres hommes, donc je m'en suis toujours sortie, puisque je me suis toujours échappée, et ça était contre ma volonté. Donc je suis toujours échappée, et puis finalement, à 8 ans, j'ai réagi. Je suis allée voir. J'avais pas de famille, pas de frères, pas de sœurs. J'avais juste des grands-parents éloignés, et je leur ai dit que j'étais maltraitée. Et c'est là que les services sociaux sont intervenus. Alors malheureusement, je parlais pas de viol parce que je connaissais pas ce mot, et puis je n'avais pas conscience. Surtout, je parlais de la situation qui était globale, c'est-à-dire j'allais pas à l'école, j'étais frappée, enfin bon.
Et puis du coup, elle a été jugée. Moi, j'ai été mise en foyer d'accueil. Et c'est là que j'ai beaucoup souffert, puisque arrivée à l'adolescence, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout comme les autres. Pour moi, vu ce que j'avais vécu, forcément, j'ai pas vécu d'enfance. Donc pour moi, une sodomie, une fellation, c'était normal. L'amour, c'était dégradant, c'était humiliant, c'était sale, quoi. Pour moi, le sexe, c'était sale. Du coup, c'est vrai que je me suis construite comme ça, adolescente, donc j'ai une adolescence horrible, puisque finalement, je reproduisais plus ou moins le même schéma. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des rapports très tôt, très dépravants. Avec n'importe qui et n'importe comment. Oui. Voilà, et pour moi, c'était ça. Et pour moi, l'amour n'était pas... Enfin, moi, j'avais jamais eu de... Pour moi, l'amour, ça n'existait pas. Et l'amour, c'était surtout incompatible avec le sexe. Voilà, et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me construire. Après, j'étais dans une famille d'accueil, puisque j'ai demandé à être placée dans une famille, puisque le foyer, c'était un peu impersonnel pour moi. Et là, du coup, je suis tombée dans une famille d'accueil très, très catholique. Donc, je suis passée, en fait, donc ça fait rire souvent mes amis, ceux qui connaissent mon histoire, mais je suis passée, en fait, du bordel au catéchisme extrême. C'est ça, extrême. Et là, il a fallu que je trouve mes marques. Donc, ce qui est peut-être pas mal d'ailleurs, au fond, que vous soyez tombé dans ce genre de famille. Oui, mais c'est très, très dur parce que très strict. Et puis, finalement, j'ai découvert qu'on pouvait s'aimer sans que ce soit sale. Qu'on pouvait s'embrasser sans se frapper ou sans se... Enfin, il y a des choses très, très bizarres. Et bon, finalement, ça m'a aidé aussi à me construire, à me trouver. Et comme disait Isabelle Aubry juste avant, c'est vrai qu'on porte un masque et finalement, il faut trouver sa vraie personnalité. Parce que moi, j'en avais pas vraiment, puisqu'on m'avait jamais aimé. J'avais subi des attouchements, et puis des attouchements violents. Enfin, c'était avec des objets, dans des situations. Mais ce que je trouve fabuleux quand je vous écoute, Nathalie, parce que c'est pire que Cosette, ce que vous nous racontez. Et en même temps, on entend dans votre voix un certain dynamisme. On entend que vous, a priori, vous allez pas si mal, quoi. Vous allez même plutôt bien. Ah non, parce que j'ai fait un long travail. J'imagine, oui, mais attendez, c'est formidable d'en être là, quoi. Parce que vous partez quand même avec. Enfin, je veux dire, vous avez été traitée comme une chienne, enfin même moins bien qu'une chienne. Oui, parce qu'en fait, ma mère, quand elle m'a eue, elle m'a répété depuis le début que je n'étais pas désirée, qu'elle ne m'aimait pas. Et comme elle ne s'aimait pas, parce qu'après j'ai su qu'elle avait été violée par son père, donc finalement, elle se détruisait, elle a voulu reporter ça, parce que moi j'étais sa réincarnation, enfin, entre guillemets. Donc du coup, elle s'est dit, toi, tu es une petite fille, tu es comme moi, donc finalement, tu ne mérites pas qu'on t'aime. Donc du coup, c'était la dégradation qu'elle m'a, mais ça je l'ai compris bien plus tard, qu'elle a rejeté sur moi. Donc du coup, moi je suis arrivée à l'adolescence, forcément, j'ai eu problème de poids, j'avais une addiction à la bouffe, j'ai eu une adolescence horrible avec tous les travers qu'on peut avoir. Et puis de par cette famille, j'ai réussi à me reconstruire, ça a été très très dur. Et puis maintenant, évidemment, je suis mère de famille, donc ça, comme Isabelle Aubry, voilà, ça a changé beaucoup de choses d'être maman. Et surtout, j'étais maman d'un petit garçon et c'est ce que je voulais parce que j'avais peur, j'ai eu très peur en fait de reproduire la même chose avec ma fille. Bon, j'ai une fille aussi aujourd'hui. Mais d'abord un garçon. Très attention. Oui. Oui, voilà. Et pour moi, c'était très important. Et donc, du coup, j'ai aussi échoué dans mon mariage puisque pour moi, le sexe était incompatible avec l'amour. Donc pour moi, le sexe était que pervers. Et comme j'avais beaucoup d'amour pour mon mari, le père de mes enfants, du coup, j'étais pas épouse. Je n'étais que maman. Et donc, du coup, ça a échoué. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un homme. Vous voyez, j'ai 35 ans, donc c'est un long cheminement. Ça fait quelques mois que je suis avec un homme que j'aime passionnément et avec qui le sexe a vraiment un sens, au sens profond. Et c'est la première fois de ma vie, donc c'était quand même long. Mais pour dire que tout peut arriver. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus de relation avec ma mère puisque je l'ai quittée, j'avais 8 ans. Elle a été déchue de ses droits. Je sais qu'elle est encore en vie aujourd'hui, elle est SDF. Je sais où elle est. Mais je n'ai aucun contact avec elle, évidemment. Et, on peut le comprendre. C'est vrai que tous les jours, je pense à ça. Et moi, je me dis vraiment, ça peut choquer des auditeurs. Et moi, je pense que je renaîtrai le jour où elle mourra. C'est terrible de dire ça. Mais parce que j'ai 35 ans, je suis équilibrée, j'ai une vie de famille équilibrée, mais je fais des cauchemars tout le temps. Alors, je ne sais pas si Isabelle Aubry, par rapport à ce qu'elle a vécu, après, c'est vrai que ça ressort la nuit. Moi, je revois des situations que j'ai vécues, auxquelles je ne pensais pas forcément avant, mais qui me reviennent. Oui, mais en même temps, vous savez, les cauchemars ont ce but aussi, de permettre d'exorciser de son esprit des choses qui sont encore terriblement douloureuses. Donc, je dis pas que c'est agréable d'avoir des cauchemars, mais c'est
c'est un bon fonctionnement psychique quelque part que vous avez. Et puis je crois que vous avez surtout un instinct extraordinaire, parce qu'une petite fille de 8 ans qui sait aller appeler au secours et qui se sauve de quelque chose de terrible, je trouve que vous avez un bon ange gardien, quoi. Et ben en fait c'est ça qui m'a. Alors c'est pour ça que je voulais témoigner, parce que ce qui m'a sauvée, je faisais une psychothérapie et un jour la psychothérapeute m'a dit que je me détruisais comme beaucoup d'enfants finalement quand on subit ça. Donc moi je me détruisais par la nourriture, puisque j'étais boulimique, donc obèse. Je me détruisais par mes relations avec tout le monde. Enfin bon, j'étais vraiment pas. Je me détestais, faut dire ce qui est. Donc je m'auto-détruisais. Et elle m'a dit une phrase un jour qui a bouleversé ma vie. Ce que vous venez de me dire en fait. Elle m'a dit que la petite fille que j'étais, finalement, c'est elle qui m'a sauvé la vie. Tout à fait. Et voilà. Et elle m'a dit justement, cette petite fille-là, il faut lui rendre hommage aujourd'hui, et il faut maintenant l'aimer. Donc on a fait tout un cheminement comme ça avec ma thérapeute, pour essayer de repartir de mon plus jeune âge, pour essayer de passer chaque étape et puis de dire voilà, ça c'était bien, et puis de les revivre. Moi, donc je suis passée par l'hypnose, j'ai fait de la sophrologie, il y a plein de choses que j'ai faites. Et finalement, aujourd'hui, je m'en porte très bien, mais on peut pas dire non plus qu'on n'a pas de séquelles, parce que forcément, moi par exemple, j'ai toujours un rapport au sexe qui est quand même différent des autres femmes, je le sais par rapport aux partenaires que j'ai eus. Enfin, pour moi, j'ai jamais eu de tabou, donc forcément, ça a toujours choqué. Pour moi, c'était normal, puisque je suis née avec. Oui, on comprend bien. Il y a tellement, vous avez communiqué des choses tellement extrêmes, toute jeune, qu'évidemment, la normalité, c'est quelque chose qui vous est totalement étranger. Mais je crois qu'on peut vous tirer notre chapeau. Bravo, Nathalie. Et merci. Non, mais écoutez, en tout cas, il faut courage à toutes celles qui n'osent pas en parler, parce que c'est vraiment important d'exorciser tout ça. Ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'on pleure sur le coup, c'est douloureux. Et puis après, on se dit, on est plus fort. Je pense qu'on ressort plus fort que les autres. Voilà, je dis pas que c'est une chance. Non, mais je crois que c'est ce que dit Nietzsche. Tout ce qui nous détruit pas nous rend plus forts. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie, puis longue vie à votre émission. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve dans un instant et on donnera la parole à Thomas, parce que les hommes aussi sont concernés et c'est important qu'ils puissent également témoigner. On se retrouve dans un instant. RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous. So I won't hesitate no more, it cannot wait, I'm yours. Eh bien Isabelle Aubry, je vous propose qu'on aille du côté du chat aussi, voir si nos chatteurs ont envie de réagir sur ce sujet. Oui, on a quelques témoignages, dont un assez fort d'un chatteur, on va lui laisser l'anonymat, qui nous dit que son épouse a subi des attouchements de son père et également de ses sœurs. Enfin, le père a touché son épouse et ses sœurs. Après cela, sa mère l'a mise en garde contre les hommes en général. Et aujourd'hui, il y a une grosse répercussion sur son couple. Il semble qu'elle le considère un peu comme le père qu'elle n'a pas eu. Et autre chose, elle refuse maintenant d'aller voir un spécialiste. Elle refuse absolument de consulter. Alors lui, que peut-il faire? Est-ce qu'il doit laisser ou bien la forcer à consulter un spécialiste? De toute façon, on peut pas forcer quelqu'un à consulter. En même temps, comme on le dit souvent, c'est difficile d'être le thérapeute de son partenaire. Mais peut-être que pour l'instant, c'est trop douloureux pour elle, et l'idée d'aller en parler à un étranger, parce que c'est ça aussi souvent dans la tête des victimes, c'est aller déballer quelque chose de si profondément douloureux à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément évident. Elle est peut-être dans ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire c'est un système de protection qu'on met en place quand on subit l'inceste, qui nous sépare en deux et qui peut nous mener jusqu'à l'oubli total des faits, ou en tout cas, en fait, on ne veut pas en entendre parler. Donc, on arrive à en prendre conscience uniquement quand on est prêt à cela. Et pour les conjoints, sur notre site aivi.org, nous avons un document qui a été fait par les Canadiens, qui s'appelle le Guide du conjoint, qui est le document le plus lu du site et qui est très très bien fait pour les conjoints des victimes d'inceste. Donc on inscrira bien sûr votre site sur le blog de l'émission, pour que les personnes qui ont besoin d'aller le consulter puissent facilement le trouver. Nous continuons avec Ginette qui a testé pour nous. Alors c'est pas non plus une pièce de théâtre très très rigolote. Ginette, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça s'appelle donc cette pièce Meurtre par omission. C'est au théâtre de l'Atalante dans le 20e, je crois. Dans le 18e, place Charles Dulin.
Pardon, oui, donc ça c'est le 18e, oui, vous avez raison. 18e. Alors, déjà, si vous pouvez nous résumer un peu l'histoire de cette pièce. Donc cette pièce, c'est une pièce de Jean-Pierre Klein qui est mise en scène par Philippe Adrien. Le titre, Meurtre par omission, paraît un peu fort et cette situation est traitée avec beaucoup de subtilité, de finesse et même, je pourrais dire, de douceur, à la fois par le jeu des 3 actrices, Agathe Alexis, Anne de Broca et Nicole Estrabeau, et par la mise en scène aussi. C'est au fond, c'est autour d'une veillée il y a 2 sœurs qui veillent, leur 3e sœur qui est la cadette, et autour de cette veillée surgit un peu tous les fantômes du roman familial. Qu'est-ce qui était aimé du père qui lui-même été, on apprend au cours de la pièce, mais c'est pas le dévoiler, de dire qu'il a demandé à sa sœur cadette de lui aider à mourir. C'est pour ça qu'on appelle un peu meurtre par omission. Voilà, c'est un sujet sur l'euthanasie en fait. Hein. Voilà, mais c'est posé, c'est pas dire je suis pour, je suis contre. À la fois le texte de Jean-Pierre Klein et la mise en scène permettent à chacun de trouver une réponse à cette question qui est à la fois d'actualité, mais qui en même temps est éternelle. On s'est toujours posé la question de cette fin de vie. Mais en fait, on pourrait dire que c'est une façon de parler de la vie. Bien sûr, oui. De toute façon, on connaît Jean-Pierre Klein. Hein, il travaille en art-thérapie et il a évidemment toute la nuance qu'on peut imaginer pour ce genre de sujet. Ça vous a plu alors la pièce? Qu'est-ce que vous... Mais moi j'ai beaucoup aimé cette pièce parce que il y a d'abord, comme c'est quelque chose qui nous touche tous, enfin plus moi j'ai 75 ans, donc c'est la mort, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça, et il y a des grands silences, et je trouve que ça c'est extrêmement important parce que on reçoit beaucoup de choses, on est parfois tendu par les propos qui sont tenus, et ces silences vous permettent de digérer et de se dire que c'est tellement dit avec beaucoup de douceur, il n'y a pas de violence dans cette pièce. Pourtant, c'est un sujet qui pourrait paraître violent. Oui, mais la façon dont ça a été traité, cette ambiguïté, ça aurait été violent si on avait été pour ou contre. Hein. Oui, je comprends bien. Chacun va faire son chemin par rapport à... Chacun fait son chemin. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup convenu, c'est que on n'est jamais mise en situation de voyeur. La façon dont c'est traité nous met à distance et on peut réfléchir. On n'est pas en fusion avec ce qui se passe sur la scène. Eh bien, merci. Ginette, il me reste à savoir quelle note vous donnez à cette pièce. Oh, je donnerais 8. 8 sur 10. D'accord. Alors, je voulais dire très brièvement qu'il y a des débats, et ceci est très intéressant, les lundis et les jeudis. Après la pièce, donc. Après la pièce, il y a des débats qui durent 1 heure, avec des philosophes, des psychanalystes, et il y a même un chirurgien, et je trouve que ça permet de continuer de faire le travail que la pièce nous a permis de faire. Et c'est jusqu'au 10 décembre, je crois. C'est jusqu'au 10 décembre, et c'est le soir à 20h30. Donc si vous avez envie d'aller voir cette pièce, ne tardez pas trop. Ça s'appelle Meurtre par omission, et c'est au Théâtre de la Talente, et on salue bien sûr Jean-Pierre Klein. Merci Ginette, au revoir. Bientôt. Et puis voilà le mot mystérieux qui arrive, qui va arriver, je suppose, hein. Pour ça, il faut appeler bien sûr le 3216. Vous écoutez la phrase, il manque un mot. Vous connaissez ce mot, eh bien n'hésitez pas, vous nous appelez et vous pourrez nous donner ce mot après les infos. On écoute. Moi, je dis souvent que dans la sexualité, c'est comme pour le reste, il faut trouver il faut trouver un quoi. Eh bien, 32-16, hein, non, rassurez-vous Isabelle Aubry, on vous ne demandera pas de trouver le mot, mais ils vont trouver, parce qu'à chaque fois ils trouvent. On continue. RMC Brigitte Lahaye, Love Conseil. Alors je crois qu'on a parlé striptease la semaine dernière et je voudrais revenir sur le striptease. Alors c'est vrai que c'est un vieux classique, mais ça marche toujours et c'est parfois des gestes simples qui suffisent. Il n'est pas nécessaire de porter des guêpières ou des corsets ou quelque autre chose. En revanche, il y a quand même quelques conseils qu'on peut vous donner. Il faut une tenue qui ne soit pas trop sexe parce que sinon c'est plus un striptease, c'est le Crazy Horse en personne. Donc et des vêtements qui
qui sont faciles à enlever. Donc pas de déboutonnage trop long, pas de chaussures avec des lacets. Vraiment, c'est important de choisir les vêtements. Ensuite, il faut choisir un bon support. Moi, je pense qu'un tabouret de bar, par exemple, c'est assez pratique, ou une chaise, voilà, qui vous permettra de vous appuyer si c'est nécessaire, et puis en même temps de jouer avec un appui. Alors bien sûr, la lumière tamisée, la musique qui vous aide à vous mouvoir avec volupté, et puis il faut penser à faire durer le suspense. Hein. Un striptease, plus c'est long, plus c'est bon. Donc prenez des pauses, prenez le temps entre deux vêtements enlevés, et pensez à sourire. Le sourire, ça fait partie aussi des ingrédients du vrai striptease, et toujours fixer du regard son partenaire. À aucun moment il ne doit perdre vos yeux. Ça, c'est un des grands secrets de la stripteaseuse professionnelle. On en apprend des choses, hein, Isabelle. Ensuite, n'hésitez pas à lui lancer votre soutien-gorge, un foulard ou je ne sais quoi d'autre, que vous aurez pris soin évidemment de glisser contre votre corps, et voire même entre vos cuisses. Voilà, c'est un peu les conseils qu'on peut donner du striptease, mais vraiment ça se prépare. Alors si vous avez envie de le tenter, l'expérience, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, eh bien habituez-vous toute seule à en faire quelques-uns. Comme ça, vous allez prendre un petit peu l'habitude, et quand vous vous sentirez bien, quand vous aurez trouvé une musique qui vous emporte, eh bien vous pourrez vous lancer le grand jeu devant votre partenaire, qui en sera totalement ravi. Voilà, on se retrouve après les infos. Vous continuez à réagir au 32-16. Vous avez la parole, et nous donnerons la parole aussi également à Thomas qui réagit, et je l'en remercie. C'est important d'entendre aussi les hommes qui parlent, parce que aussi, je crois qu'il y a moins d'hommes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes aussi qui subissent l'inceste dans notre société, malheureusement.